Il y a, sur le mur d'un garage de banlieue, un panneau à outils qui n'a aucun sens pratique. Les ciseaux à bois ne sont pas rangés par taille. Les clés ne sont triées ni par type ni par empreinte. La scie Egoin pend en haut à gauche, alors que l'établi est à droite de la pièce. Et l'attraper oblige à traverser tout l'espace, enjamber un câble et contourner la perceuse à colonnes. Quelqu'un a composé ce mur avec soin, volontairement, pendant des mois. Chaque outil a été posé, regardé à distance depuis le centre de la pièce, évalué, puis parfois déplacé d'un centimètre à gauche ou à droite jusqu'à sembler juste, pas efficace, pas optimisé, pas logique selon aucun critère qu'une étude de rendement pourrait reconnaître. Juste d'une façon qui n'a rien à voir avec le flux de travail, et tout à voir avec une pièce d'il y a 30 ans, dans une autre maison, dans une autre ville, avec un autre homme à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'établi. Cette disposition est une reconstitution. L'original a été démonté par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils défaisaient, qui voyaient des outils sur un panneau, pas des phrases dans une langue. La seule trace de l'emplacement de chaque outil vit désormais dans le système nerveux des mains qui rebâtissent ce mur depuis un souvenir si profond qu'il tient plus du réflexe que du rappel. Ce n'est pas de la nostalgie, ni de la sentimentalité au sens doux, décoratif, qu'on donne d'habitude à ce mot. Il se passe sur ce panneau quelque chose de bien plus précis sur le plan neurologique, et cela tient moins au rangement qu'à la façon dont le cerveau humain inscrit l'identité dans l'espace physique pendant les années où cette identité se forme. Le pic de réminiscence, abondamment documenté par la recherche sur la mémoire dans des dizaines d'études et de cultures, désigne ce phénomène par lequel les souvenirs formés entre 15 et 25 ans restent d'une vivacité et d'une intensité affective inhabituelles par rapport à ceux de toute autre période de la vie. C'est l'âge où l'identité se cristallise, où le cerveau répond pour la première fois à la question de savoir qui cette personne va devenir. Pour beaucoup d'hommes qui travaillent de leurs mains, la réponse ne s'est pas construite en classe, ni dans une conversation, ni dans un livre, mais dans un garage. Pas par l'instruction, par la proximité, par le poids précis d'une lampe tenue bien fixe pendant que des mains travaillaient dans un coin trop sombre pour voir, par l'odeur d'huile moteur mêlée à la sueur, par le bruit sec d'une clé à cliquer et une voix qui dit « tiens-le là, comme ça », pendant qu'un garçon maintient une planche sans comprendre que la leçon ne porte pas sur la planche. Elle n'a jamais porté sur la planche. Elle portait sur le fait d'être utile dans une pièce où l'homme qui comptait le plus faisait ce qui comptait le plus pour lui, et où la présence du garçon était admise comme naturelle, nécessaire, suffisante, aucune performance exigée, aucune conversation exigée. Juste être là, tenir la lumière, respirer le même air, une main qui monte vers le coin supérieur gauche, des doigts qui trouvent le manche exactement là où il l'attendait. Cette attente ne date ni de l'an dernier, ni de la décennie passée. Elle date d'un samedi de 1987, dans un garage au sol de béton froid l'hiver, avec un radiateur soufflant qui cliquetait à chaque cycle. La main qui va chercher la scie aujourd'hui est la même que celle qui allait la chercher dans le souvenir. Et la main ne sent aucune différence entre les deux, parce que le corps n'emmagasine pas le temps comme l'esprit. La cognition incarnée, ce principe selon lequel savoir et mémoire dépassent le crâne pour s'étendre au corps et à l'environnement physique, explique pourquoi on ne peut pas réorganiser ce panneau pour gagner en efficacité sans provoquer une impression de faux qui n'a aucune base rationnelle. La place de chaque outil n'est pas une donnée de rangement, c'est une architecture mnésique. Chaque emplacement est une clé qui ouvre un souvenir sensoriel précis, sans équivalent verbal et sans autre point d'accès. Le ciseau à bois en 3e position depuis la gauche ne rouvre pas l'image du moment où on l'a mis là. Il rouvre la température de la pièce, la qualité de la lumière. La hauteur d'une voix expliquant le sens du fil du bois, chose que le garçon n'a pas comprise sur le moment et n'a comprise que 20 ans plus tard, quand ses propres mains ont rencontré le même fil et fait la même correction sans savoir pourquoi. L'organisation spatiale de l'atelier est un système de classement pour des souvenirs incarnés, et la réagencer au nom de l'efficacité serait l'équivalent cognitif du reformatage d'un disque dur, contenant les seules copies de fichiers impossibles à retélécharger. Le ciseau posé, la main qui se retire, la justesse de la place confirmée non par une mesure mais par une sensation dans la paume qui dit oui, c'est là qu'il va. Cette sensation ne concerne pas le ciseau. Elle concerne la personne qui a mis le ciseau d'origine à sa place d'origine. Et cette confirmation, réussir la finition, c'est la partie la plus difficile de tout projet. Si vous avez déjà eu des bulles, des traces de pinceau ou une couche qui ne séchait pas, nous avons préparé un guide avec tout ce que le pot ne vous dit pas. Scannez le code à l'écran ou consultez le premier commentaire. Et ce que le présent peut offrir de plus proche d'un contact. La théorie de la toile symbolique, décrite par des chercheurs du Center for Male Psychology, constate que les hommes projettent souvent une matière émotionnelle sur des gestes concrets quand elle ne peut pas passer par les mots. L'atelier devient une toile. L'ordre des outils n'est pas un simple rangement, c'est un portrait.
Ce portrait représente une relation avec quelqu'un qui n'est plus là, et sa matière, c'est la logique spatiale de l'esprit de cette personne, gardée dans la place de l'acier et du bois sur le panneau perforé. Chaque outil raccroché à sa place d'origine est un petit acte de continuité. Le père n'est plus en vie, ou il est parti, ou ses mains ne travaillent plus comme avant, ou il va très bien, mais le garage où l'apprentissage a commencé n'existe plus, vendu, transformé, bétonné. L'atelier reconstruit n'est pas une copie, c'est une suite. La preuve que la logique spatiale d'un esprit peut survivre à l'esprit lui-même, confié aux mains qu'il a formées. Le circuit de la récompense lié à l'effort, décrit par la docteure Kelly Lambert, donne sa dimension neurochimique à cette reconstruction. La voie qui relie le mouvement de la main à la production de sérotonine et de dopamine s'active quand on remet chaque outil à sa place, avec une précision qu'un rangement ordinaire ne provoque pas. Poser un outil à l'endroit exact du souvenir active à la fois le système moteur et le système mnésique, et la rencontre des deux produit une réponse neurochimique propre à cette forme de travail. Ce n'est pas la récompense de créer du neuf, c'est celle de retrouver, de récupérer, d'aller chercher dans un lieu censé être hors d'atteinte et d'en ramener quelque chose. L'étau fixé à gauche de l'établi, la position confirmée, le corps qui retrouve la posture qu'impose un étau à gauche, le poids sur le pied droit, la main gauche sur la pièce, la droite sur l'outil. La posture est héritée, la répartition du poids aussi. Tout le vocabulaire physique de la façon de se tenir devant un établi a été écrit par quelqu'un d'autre, il y a des décennies, et le corps le lit couramment sans qu'on lui en ait jamais donné la traduction. Ce schéma plonge ses racines bien plus loin qu'une seule relation père-fils. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, le savoir se transmettait dans un lieu de travail partagé. Le forgeron formait l'apprenti à la forge, le paysan formait son fils au champ. Le menuisier formait le garçon à l'établi. Cette transmission n'était pas verbale. Elle baignait dans l'air. La hauteur de l'établi disait à quelle hauteur se faisait le vrai travail. L'ordre des outils disait quelque chose de la hiérarchie des opérations. La température de la pièce, la qualité de la lumière, l'odeur des matériaux, tout cela s'imprimait dans le système nerveux de l'apprenti comme la signature sensorielle de la compétence. L'économie moderne a brisé cette transmission. Le père part au bureau, le fils part dans un autre bureau. L'espace de travail n'est jamais partagé. La signature sensorielle de la compétence n'est jamais transmise. Le garage est la dernière pièce où l'ancien mode de transmission peut encore se produire. Et pour les fils de pères disparus, l'atelier reconstruit est la dernière tentative d'achever une leçon interrompue par la mort, la distance ou la dérive silencieuse des décennies où personne n'a pensé à noter où la scie devait être accrochée. Il y en a un qui a fabriqué un établi aux dimensions exactes de celui dont il se souvenait enfant. Il n'existe aucun plan. Il y a le souvenir d'être resté à côté quand le sommet du crâne d'un garçon dépassait à peine la surface, et le calcul, fait avec un corps d'adulte et un sens adulte des proportions, de la hauteur que l'établi devait avoir. La première fois qu'il s'est tenu devant l'établi fini, les avant-bras posés sur le bord, les paumes à plat sur l'érable, quelque chose dans la poitrine a bougé d'une façon imprévue et impossible à reproduire sur commande. La sensation a duré environ 10 secondes. Elle n'est jamais revenue sous cette forme. Mais l'établi est toujours là, et s'y tenir debout produit encore un écho de la sensation d'origine. Et cet écho suffit, plus que suffire. C'est la raison pour laquelle l'établi a été construit. Il y en a un autre qui a hérité d'un étau venu d'un atelier démonté après des funérailles. L'étau est fixé à gauche sur un établi qui n'a pas été conçu pour lui. Il fonctionnerait objectivement mieux à droite, plus près de la main dominante, plus près du mur, hors du passage entre la porte et la perceuse à colonne. Il reste à gauche parce qu'il était à gauche dans l'atelier d'origine, et le déplacer couperait un lien sans poids ni dimension, mais plus structurel que l'établi lui-même. Dans ce contexte, l'étau n'est pas un outil, c'est un assemblage. Un tenon mortaise entre le présent et une pièce qui n'existe plus. Et l'emboîtement est serré, le desserrer n'est pas envisageable. Il y en a un autre dont la radio reste calée sur une station AM, qui passe de la country d'une décennie sans importance personnelle. Cette musique n'est pas aimée comme on aime d'ordinaire la musique. Elle n'est pas choisie pour le plaisir. Elle est choisie parce qu'elle jouait dans un autre garage, sur une autre radio, réglée par une autre main, et son son n'est pas un divertissement. C'est de l'architecture. C'est un mur porteur dans la pièce qu'on reconstruit, et ses fréquences portent un poids que l'enceinte Bluetooth sur l'étagère, avec son meilleur son et ses playlists choisies, ne porte pas et ne peut pas porter. Le grésillement AM fait partie du son. Il était là dans la pièce d'origine, et le retirer changerait la pièce. Il y en a un autre dont la tasse de café va à gauche de l'établi. Toujours, à chaque session. À droite, c'est plus près de la porte et de la cafetière. À gauche, il faut contourner l'établi. Si la tasse va à gauche,
C'est parce qu'une tasse allait à gauche dans un garage démoli quand la propriété a été vendue, et que la personne qui l'avait posée là l'avait fait pour une raison jamais expliquée, ni jamais remise en cause, et que ça continue maintenant dans un autre garage, dans un autre état, par des mains qui ne se souviennent plus d'où vient cette habitude, mais sentent, la seule fois où elles ont essayé autrement, à quel point l'autre option sonnait faux. La tasse à droite paraissait fausse comme une fausse note pour un musicien. Pas fausse en logique. Fausse dans le corps. Le corps disait non. La tasse est retournée à gauche et n'a plus bougé depuis. Il y en a un autre qui garde une chaise pliante dans un coin de l'atelier. On ne s'y assied jamais pour travailler. On s'y assied pour ne plus travailler. Pour rester dans l'atelier une fois les outils rangés, dans le calme, la lumière encore allumée, à regarder le panneau mural. Ce moment assis n'est pas du repos. Ce n'est pas ne rien faire. C'est ce qui se rapproche le plus du fait d'être assis sur une chaise pliante dans un autre garage, à une autre époque, près de quelqu'un qui, lui aussi, s'asseyait sans parler une fois le travail fini. Et le silence entre eux n'avait rien de vide. Il était plein de tout ce qui avait été accompli, et de tout ce qu'il n'y avait pas besoin de dire parce que le travail l'avait déjà dit. La chaise dans le coin de l'atelier d'aujourd'hui est occupée 10 ou 15 minutes à la fin de la plupart des sessions, parfois plus longtemps le samedi. Les mains reposent sur les genoux, les yeux sur le mur. La lampe d'atelier bourdonne à la même fréquence que toutes les lampes d'atelier de tous les garages qui ont existé. Et cette fréquence est un fil qui les relie tous. Chaque père, chaque fils, chaque soirée finie avec de la sueur au sol et rien à dire, parce que tout avait déjà été dit avec les mains. Ce que la plupart des gens voient quand quelqu'un passe des mois à recréer l'agencement d'un atelier qui défie toute efficacité, c'est de l'entêtement. Une incapacité à optimiser, un attachement étrange à une configuration qu'on pourrait améliorer avec 5 minutes de réflexion rationnelle et 1 mètre. En réalité, c'est la forme de souvenir la plus précise que le système nerveux masculin puisse produire. Le pic de réminiscence nous dit que l'atelier d'origine n'est pas un souvenir. C'est une matrice d'identité, gravée dans l'architecture neuronale pendant les années où le moi se construisait avec les matériaux disponibles, ici le bois, l'acier, et la proximité d'un homme qui n'a jamais dit ce que le garçon représentait pour lui, mais dont l'atelier le disait dans une langue que les mains du garçon avaient appris à lire. Les recherches sur la cognition incarnée nous disent que l'organisation de l'espace active un savoir et des sensations auxquelles l'esprit verbal n'a pas accès, et qu'aucune conversation ne peut remplacer. La théorie de la toile symbolique nous dit que l'acte physique de reconstruire est la seule forme de continuité possible pour un système nerveux dont le traitement émotionnel est passé par les circuits de moteur avant d'être assez vieux pour choisir une autre voie. On ne recrée pas un atelier. On maintient une relation, comme on maintient une langue, comme on maintient un feu, par la dernière personne qui sait encore comment faire. Si vous avez déjà accroché un outil à un mur en sentant une attraction vers un endroit sans aucun sens pratique, un emplacement utile à aucun flux de travail mais qui satisfait quelque chose de plus profond que l'efficacité, cette attraction n'avait rien d'irrationnel. C'était la chose la plus rationnelle que vos mains aient jamais faite. La vraie question n'est pas pourquoi l'atelier est agencé ainsi. La vraie question, c'est de quelles mains vous vous souvenez chaque fois que les vôtres attrapent un outil exactement là où elles s'attendent à le trouver. Et si la pièce que vous construisez est pour le travail devant vous, ou pour l'homme qui n'est plus derrière vous, à vous regarder tenir la lampe. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle façon de comprendre ce qui se passe dans votre atelier, on a préparé quelque chose pour vous. Dans le premier commentaire sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide qu'on a conçu pour obtenir une finition parfaite à chaque fois. Des centaines d'abonnés ont déjà le leur. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil.